Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme et surtout que vous êtes bien accrochés à vos claviers et vos smartphones parce que je sens que dans la section commentaires, là aussi ça va jaser. Parce que pour ce top 10 spécial film que je considère comme sous-coté, il y a une bonne partie d'entre vous qui vont réagir, qui vont monter au créneau pour m'expliquer que les films que je vais citer, au moins la bonne moitié, sont non pas seulement sous-cotés, ils sont juste complètement nazes. Or, je maintiens que les films dont je vais vous parler sont bons, voire même très bons, pour ne pas dire excellents pour la plupart. C'est des films qui ont été boudés ou flingués, dégommés par la critique, ou c'est même des films qui ont été, voilà, qui sont passés en dessous des radars, alors que pourtant ils méritaient le coup d'œil ou ils méritaient au moins un minimum de succès. Dans le lot, bien sûr, il y a quelques films qui ont connu une sorte de succès posthume. Cependant, tous les films dont je vais vous parler sont considérés comme, comme mauvais, comme nazes, comme irregardables, comme particulièrement oubliables, alors que je maintiens, je suis convaincu que ces films sont réussis, et j'espère avoir votre avis avisé dans les commentaires, avec un minimum de respect et de courtoisie, s'il vous plaît quand même, je précise. Et surtout, j'ai envie que vous me soumettiez votre propre top 10 spécial film sous-coté, parce que je prévois des tas et des tas de vidéos spéciales films sous-cotés, parce que honnêtement, des films que je considère comme géniaux qui sont sous-cotés, il y en a des tonnes, mais des tonnes. Vous pouvez même pas imaginer. Donc voilà, c'est la première vidéo là-dessus, et je compte sur vous pour réagir, et surtout, je compte sur ceux qui ont l'habitude de me regarder sans être abonnés. Les gars, soyez sympas. Abonnez-vous. Et si vous vous abonnez pas, Pampan, il va prendre cher. Bref, allez, installez-vous bien, c'est parti pour ce top 10 spécial film sous-coté. Dernière chose que j'aimerais ajouter, histoire de vous torturer encore un peu, les films dont je vais vous parler, ils m'ont procuré quelque chose que je ne vois presque plus dans les films modernes, dans les films de la décennie 2020, je précise, je vais pas non plus faire trop le boomer. Je trouve qu'en 2020, depuis début 2020, depuis l'époque du Coco, le cinéma est assez... Je vais pas vous mentir, les films dont je vais vous parler, je me replonge dedans régulièrement. Pourquoi? Parce que ces films ont une âme et surtout c'est des films qui procurent des émotions. Je pense pas que ce soit une question d'âge ou de maturité, je pense que c'est une question de génération, parce que je considère vraiment que la décennie 2020 commence très mal en termes de cinéma, par rapport à ne serait-ce que 2019 où il y avait énormément de bons films. Je trouve qu'on va vers un mauvais pli et c'est bien de temps en temps justement de se ressourcer dans des vieux films ou des films qui sont pas forcément trop vieux, parce que les films dont je vais vous parler, attention, c'est pas des trucs qui datent des années, forcément, des années 50, 60, je vais pas remonter jusque-là, la plupart des films dont je vais vous parler sont des films récents, pour autant, c'est des films qui méritent le coup d'œil, qui méritent d'être redécouverts, et surtout, ce sont des films qui procurent des émotions. Alors pour certains, c'est pas forcément les meilleures émotions, mais en tout cas, moi, ils m'ont fait vibrer mon petit cœur, ils m'ont fait ressentir des choses, et c'est avant tout ça que je kiffe dans le cinéma, c'est ressentir quelque chose. Et j'ai bien l'impression que les productions de maintenant, tout est fait, j'ai l'impression, pour nous extirper tout, tout élément qui peuvent un petit peu vous faire vibrer, quoi, qui peuvent faire agir votre cœur, votre âme. Voilà, c'est un autre sujet, on en parlera dans une prochaine vidéo, dans un live, parce que je trouve qu'il y a ce manque vraiment très... Le cinéma manque de profondeur, quoi. C'est ça qui me saoule un peu, et puis quand ils essayent d'ajouter de la profondeur, j'ai bien l'impression que c'est de la fausse profondeur. On l'a bien vu par exemple avec Anatomie d'une chute, on l'a bien vu avec Oppenheimer. Enfin bref, niveau cinéma en ce moment, on n'est vraiment pas gâté. Et je sais que certains vont mal réagir à ce que je viens de dire, mais j'assume. Allez, c'est parti, on y va. T'es chaud, toi? T'as intérêt. Let's go. En numéro 10 des films que je considère comme sous-cotés, The Girl with a Dragon Tattoo, de David Fincher. L'adaptation américaine de Millennium, le célèbre roman suédois qui a donné un film en 2009, et un film qui est très bon, que je considère même supérieur à The Girl with a Dragon Tattoo. Alors vous allez me dire, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il nous fait là? Je veux dire, il nous parle du film de Fincher, et puis il nous sort que ce remake de Millennium, enfin cette adaptation de Millennium, cette adaptation américaine est moins bonne que la version suédoise. Et le mec nous dit qu'il aime bien la version américaine. Oui, bien sûr. Je considère que la version suédoise est meilleure, cependant on parle de films qui sont sous-cotés. Et je trouve que ce film est sous-coté, alors qu'il est bon. Il a des qualités justement d'ailleurs que n'a pas le film suédois, d'origine on va dire, l'adaptation de base de Millennium, parce que Millennium c'est quand même un gros roman, c'est quand même un monument national de la Scandinavie et puis de la Suède, c'est un roman qui a été vendu en millions d'exemplaires, ça a été un gros phénomène d'ailleurs, je me rappelle au moment de la sortie du film, tout le monde s'arrachait les bouquins, et il y a eu un phénomène bien moindre avec la sortie du film américain qui a bidé il me semble, je crois que ça a été un quasi-échec. Pourtant, je considère que même s'il s'est fait plus ou moins déglinguer par la critique, même s'il est moins violent, moins brutal, moins courageux même que que Millennium de 2009, les scènes de violence sont aseptisées, il n'y a pas du tout cette brutalité qu'on avait dans la version suédoise. Cependant, le truc que je kiffe dans ce Girl with a Dragon Tattoo,
C'est deux choses, enfin trois choses plutôt. C'est déjà la présence de Daniel Craig, qui est vraiment très bon, hein. Là, son rôle transcende avec ce qu'il avait l'habitude de nous montrer, à savoir, je veux dire, un James Bond indestructible dans des films d'action, où voilà, le mec qui fait des dingueries, c'est un peu le Rambo de l'espionnage anglais, son James Bond. Et là, c'est un journaliste un peu victime, qui se fait un peu bolos, qui est pas un guerrier, qui rappelle, et d'ailleurs son personnage rappelle un peu celui qu'il a incarné dans l'excellent Layer Cake de Matthew Vaughn, que vous pouvez trouver sur Netflix. Matthew Vaughn, qui est le réalisateur de Kick-Ass, mais également du prochain Argylle, qui va sortir prochainement au cinéma. Et donc, ce que j'aime dans The Girl with the Gun Tattoo, donc à part la performance de Daniel Craig, et je trouve que la performance de Lisbeth Salander, qui est incarnée ici par, je me souviens plus de son nom, excusez-moi, évidemment, quand je suis normal sans caméra, je me rappelle de tous les blazes, et puis une fois que je suis filmé, bam, j'oublie tout. Mais bon, bref, en tout cas, la version de Lisbeth Salander était bien meilleure via Noomi Rapace dans le Millennium de 2009, mais par contre, celui-là, je la trouve plutôt moyenne, un peu cliché. Cependant, le point fort de ce film, j'y viens, donc en plus du jeu de Daniel Craig, c'est la musique excellente, la musique d'Atticus Ross et de Trent Reznor. Donc Trent Reznor, le leader de Nine Inch Nails, excellent compositeur, et d'ailleurs c'est un compositeur que David Fincher, enfin les deux bossent tout le temps ensemble, hein. Trent Reznor et Atticus Ross ont fait la bande-son, par exemple pour The Killer dernièrement, pour Gone Girl, là pour The Girl with the Gun Tattoo. Trent Reznor a même d'ailleurs travaillé sur la composition du générique inoubliable de Seven, vous savez, la musique Closer, enfin le remix, ça c'était le mec de Nine Inch Nails, enfin Trent Reznor qui l'a fait. Donc il y a la musique qui est juste incroyable, qui va vous envoûter, c'est une musique vraiment qui est envoûtante, qui est flippante, qui est angoissante, qui est mystérieuse, une musique qui est vraiment dark, très industrielle, ça sonne très pays du Nord et en même temps très, je veux dire, ça sonne métal, mais métallique, pas au sens métal, je veux dire métal musique, hein, métallique, enfin je sais pas, c'est les émotions qui me reviennent quand j'entends cette musique, parce que moi la musique c'est ça, c'est avant tout des émotions que je cherche à capter. Il y a ça, couplé également à une esthétique qui est magnifique, qui a 100 lieues d'ailleurs de la version suédoise, vraiment on sent qu'il y a eu un gros travail au niveau de la photographie, au niveau de la mise en scène, et je me laisse envoûter par le film. Je m'en fous de l'histoire, il y a des plans que je trouve incroyables. Bref, même si ce film n'est pas génial, n'est pas incroyable, j'estime qu'il mérite quand même qu'on lui redonne un petit peu sa chance. En numéro 9, un film que j'ai adoré au moment de sa sortie, j'ai même adoré sa suite, et je comprends pas qu'il n'y ait pas de troisième volet qui soit mis en chantier, c'est Sherlock Holmes de Guy Ritchie, mais Sherlock Holmes c'était incroyable, une version revisitée et modernisée de l'Angleterre victorienne, avec justement Sherlock Holmes en mode moderne, en mode revisité à la Guy Ritchie, parce que Guy Ritchie, son kiff à lui, c'est le mec qui, je sais pas, qui fantasme tout le temps sur les gangsters, qui porte des costards en tweed, enfin, c'est un petit peu le Martin Scorsese à l'anglaise, j'ai remarqué, Guy Ritchie. Alors, tout ce qu'il a fait n'est pas systématiquement génial. Par exemple, Un homme en colère était nul, complètement naze, quoi. C'était un remake du Convoyeur qui servait strictement à rien. Bon, je sais que The Gentleman, il paraît qu'il est très bon, je l'ai pas vu, mais en tout cas, il paraît qu'il est super. Mais Sherlock Holmes, c'est vraiment marqué au moment de sa sortie. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'était vraiment cool, quoi. En plus, c'était l'époque où Robert Downey Jr. Était vraiment en mode... c'était l'acteur bankable du moment, parce qu'il sortait à peine d'Iron Man, et puis il avait enchaîné direct avec ça, puis franchement, c'est du pur Guy Ritchie, quoi. Les bastons avec les ralentis, les trucs comme ça, les scènes d'action très, très chorégraphiées, l'histoire, l'intrigue, la musique parfaite. Enfin, redonnez une chance à ce film, apprenez à le redécouvrir. Le deuxième volet, même si il y a quelque chose il y a quelques éléments qui peuvent un peu faire tilter, j'estime que c'est un divertissement qui est tout aussi bon, et je retiendrai dans le 2 la performance de l'excellent Jared Harris, qui joue le méchant dans Sherlock Holmes 2. D'ailleurs, on peut soulever également la prestation du méchant dans le premier, donc incarné par Mark Strong. Enfin, c'est un film que j'ai adoré, et je trouve que, mine de rien, très peu de gens en parlent, alors que pourtant, c'est, j'estime, un grand film d'action de ce début des années 2010. En numéro 8, Dredd. Alors je sais que ceux qui l'ont vu l'ont forcément kiffé. Cependant, à chaque fois que je proposais Dredd, les gens étaient en mode oui. Alors que pourtant, à chaque fois que j'ai réussi à forcer pour que les gens puissent le regarder, finalement, je me suis rendu compte que la plupart des gens kiffaient ce film, et à juste titre. Ce film est excellent, et je comprends pas qu'il ait si peu marché, et honnêtement, je connais très peu de gens qui n'ont pas aimé ce Dredd. Je pense que Dredd tient sa mauvaise pub via le film des années 90, je sais que beaucoup d'entre vous, surtout les plus anciens, kiffent le Dredd des années 90, mais je suis désolé, je préfère largement le Dredd nouvelle version. Plus brutal, je vais pas dire plus réaliste, mais visuellement, il est incroyable. D'ailleurs, au scénario, il y a Alex Garland. C'est lui qui prochainement va réaliser Civil War. Je pense que ça va être très intéressant. Ça va peut-être être un des films de 2024 à ne pas rater. Et en tout cas, Dredd est incroyable au niveau de l'esthétique. Pareil, je parle souvent de la photographie. Enfin, moi, je suis vraiment sensible à une certaine vision, une certaine esthétique de bien des films. Vous allez me dire que ça coule de source, mais il y en a certains qui sortent du lot, et j'estime que Dredd sort du lot, parce qu'il y a une photographie vraiment particulière, avec des couleurs vraiment très vives. C'est les ralentis, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de ralentis, là aussi, de la slow motion. Il y a beaucoup de films qui proposent de la slow motion, mais il y en a très peu, finalement, qui savent proposer une slow motion réussie.
Et là, c'est une slow motion qui est très réussie, très réaliste, très vénère. Et parce qu'en fait, l'histoire, c'est donc Dredd. C'est plus dur que la version de Stallone, hein, qui était en soi pas un monde Jojo, mais là, j'avoue qu'il n'y a pas d'humour, là, par contre, parce que dans le Dredd de Stallone, il y avait quand même il y avait son personnage, ses sidekicks, que je trouvais insupportable, mais il apportait un petit peu cette dose de fun, de cool. Alors que là, non, c'est sérieux du début à la fin. Et ce qui est génial, c'est que le méchant, enfin, la méchante est incarnée par Lena Headey, qui est juste géniale. Le Dredd, il est incarné par Karl Urban, donc Butcher de The Boys. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit pas sa tronche, il est un peu en mode Robocop, on voit que la partie inférieure de son visage. Je sais que les cinéphiles les plus avisés lui donneraient un 8, voire même un 9. Moi, je lui mets un 10 sur 10, je suis radical, parce que ce film mérite justement radicalement d'être découvert ou redécouvert. En numéro 7, un autre film avec Daniel Craig, Casino Royale. Qu'est-ce que les gens ont contre ce film? Parce que je sais que tous les fans de Daniel Craig, notamment des James Bond de Daniel Craig, adorent Casino Royale, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui l'aiment ce film. Alors que pourtant, wow, je trouve qu'il surclasse largement les autres James Bond de Daniel Craig, mais Casino Royale, il a quand même cette patte, cette empreinte qui est vraiment particulière. Le film m'a procuré tellement d'émotions quand je l'ai vu. En fait, quand on a découvert le film, on était plutôt dubitatif par rapport à ce Daniel Craig, on se dit on préférait tellement les anciens, on était tellement bien avec Pierce Brosnan et ses cabrioles et puis son cabotinage, c'était tellement génial. Puis là, tout d'un coup, on a vu, on a bondi 30 ans en avance, quoi. Je veux dire, un film ultra nerveux, hyper vénère au niveau des bastons. Enfin, Daniel Craig nous a mis sur le cul, honnêtement. Et je m'oublierai jamais la scène d'intro, la musique de Chris Cornell, la scène juste après de parcours de course-poursuite qui est juste incroyable à Madagascar, je crois, où on voit Daniel Craig en train de courir après le mec qui est super agile, et puis lui, c'est un bourrin, il passe à travers les murs, tout ça. La scène de la baston dans l'ambassade. Après, forcément, le méchant incarné par Mads Mikkelsen, qui est juste exceptionnel dans son rôle. La scène de baston dans les escaliers, la scène de poker quand Craig est empoisonné, la scène de... Enfin, tout est inoubliable dans ce film, quoi. Je veux dire, j'ai que des qualités à sortir des qualités, des louanges à sortir par rapport à ce long métrage, ce James Bond juste grandiose de Martin Campbell, réalisateur trop sous-coté, un des meilleurs cinéastes de films d'action. D'ailleurs, c'est à lui qu'on doit le GoldenEye de 95, pour information. Et en tout cas, Casino Royale, je trouve, souffre d'une mauvaise réputation, alors que pourtant, c'est peut-être un des meilleurs James Bond qui a été produit. C'est justement celui qui transcendait un maximum avec les vieux James Bond. Et alors, je sais que certains vont dire, oui, mais il n'est pas fidèle au bouquin, machin. Je sais. Pour autant, ça reste un grand film d'action, qui est vraiment hyper bien modernisé le genre, même trop, je trouve, par certains aspects, parce que le film n'a pas vieilli. Il est sorti en 2006, donc réalisé en 2005, et pourtant, je veux dire, on a l'impression que ce film a été réalisé presque l'année dernière, quoi, tellement c'est propre. Même au niveau de la technologie, c'est pas un film qui a tant pris un coup de vieux que ça, donc redécouvrez-le d'urgence. C'est presque même pas un James Bond, pour moi, il est juste grandiose. En numéro 6, alors là, vous allez péter un plomb, c'est Nous finirons ensemble, la suite des Petits Mouchoirs. Alors oui, c'est mon instant film français, j'avais aimé les petits mouchoirs, hein. J'avais bien aimé le film, j'avais bien aimé l'humour, même si j'ai hurlé pas aux éclats quand je voyais ça, parce que les personnages qu'on voit dans le film, c'est pas ma sociologie, c'est pas mon monde, mais j'aimais bien pour autant l'ambiance, parce que je trouve qu'on dégomme un peu trop Guillaume Canet par rapport à son Astérix, qui était une vraie merde, on est d'accord. Cependant, Canet n'a pas fait que ça. Il a joué dans l'excellent Les Liens du Sang, où il est vraiment très bon, excellent film. C'est à lui également qu'on doit Ne le dit à personne, c'est à lui qu'on doit également ce film, justement, tiens, par rapport aux agriculteurs, c'est à lui qu'on doit ce film Au nom de la terre, un des seuls films français qui rend hommage au monde agricole, je veux dire, aux agriculteurs qui en bavent, hein, qui se foutent en l'air, etc. Enfin, c'est le seul film vraiment marquant à avoir réalisé, c'est le seul à avoir accepté de bosser dans un projet, le seul grand nom du cinéma français à avoir accepté de bosser sur ce projet, donc c'est tout à son honneur. On lui doit également le très drôle Rock'n'Roll, où il sait se mettre en valeur, mais en mode, là il fait preuve d'une autodérision qui est rarissime dans le cinéma français. Et bien sûr, on doit canner la suite des Petits Mouchoirs, donc nous finirons ensemble, que j'ai adoré, honnêtement. Je vais pas en dire plus, mais en tout cas, je considère que ce film mérite, pour certains, le coup d'œil, parce qu'on voit l'évolution des personnages par rapport au premier film, on voit qu'ils n'ont pas tellement changé, on voit C'est assez réaliste au niveau du traitement des personnages, savoir les petites embrouilles entre amis, ce genre de trucs, les intérêts, les machins, et surtout, je retiendrai à jamais la scène finale, mon Dieu, mais qui m'a fait pleurer, honnêtement. J'ai chialé quand j'ai vu cette scène, alors après, peut-être que j'étais dans le mood, j'en sais rien, mais... La scène finale, honnêtement, c'est une des plus émouvantes que j'ai pu voir dans un film français, et les larmes ont coulé toutes seules. C'est vraiment pour moi ce film une ode à l'amitié, et c'est quelque chose qui manque un petit peu dans le cinéma actuel, des films qui vous procurent des émotions, et qui vous donnent qui vous transmettent des bonnes vibes, en fait, ou des messages sains. Et je trouve que ce film est sain, parce que justement, c'est des potes qui sont ensemble, où c'est pas vraiment, on n'est pas trop dans les clichés, où les acteurs jouent bien, parce que bon, ok, on peut reprocher ce qu'on va, c'est aux personnages, les acteurs français, leurs phrases politique, sociétale, ce que vous voulez, pour autant, ils ont quand même un bon jeu d'acteurs, et je trouve qu'ici, ils crèvent tous l'écran. Et je trouve que ce film se fait déboîtax, pour rien, parce que finalement, il suit la même logique que Les Petits Mouchoirs. Bref,
Voilà, je sais pas, ce film me procure à chaque fois des bonnes émotions quand je le regarde, et voilà, dites-moi dans les commentaires si je suis le seul à avoir chialé pour la scène finale. J'ai besoin de savoir si j'étais pas seul au monde par rapport à cette scène. En numéro 5, on revient à Hollywood, vous inquiétez pas, 300. Je comprends pas, parce qu'à chaque fois que je parle de ce film, on dit tout le temps « Oh, Snyder, 300, c'est un nanar, machin », alors que non, putain, c'est un film qui est grandiose, arrêtez vos conneries. Déjà, c'est un film qui était révolutionnaire pour son époque, je rappelle qu'il est sorti en 2007, il a pas pris une ride, toujours aussi propre, vraiment le cinéma américain, français, ce que vous voulez, entre 2004 et 2009, c'était une dinguerie, quoi. On a vraiment eu que des bangers. Et je trouve que 300 fait partie de ces films anthologiques, c'est des meilleurs films de cette époque-là, parce que déjà d'une, l'histoire est cool, honnêtement, la musique est géniale, le jeu d'acteur est très bon, et la version française d'ailleurs est hyper bien soignée, et surtout, ce qui est super, en plus des chorégraphies, c'est la photographie. Il n'y a pas un seul plan de raté dans ce film. Tout est conçu dans ce film pour faire de chaque plan votre prochain wallpaper sur votre ordi. Tous les plans sont propres, léchés, il n'y a pas une seconde à foutre aux chiottes. Et c'est un film franchement que j'adore, voilà, mais que je considère sous-coté avec le temps, parce que la plupart des gens se désintéressent de plus en plus de ce film, pour des raisons que j'ignore, alors que pourtant à l'époque ça a été un succès bien évidemment, tout le monde en parlait, c'est un film qui est adoré par ceux qui aiment bien s'entraîner dur, hein, les camps 300, les trucs comme ça, les workouts, il y a souvent les références aux Spartiates, etc. Mais je veux dire, ce film souffre un petit peu d'une réputation de film beauf ou je sais pas quoi, alors que c'est un film qui est pour moi, je trouve important à montrer à la jeunesse, parce que c'est un film qui a tellement de bonnes valeurs en lui, honnêtement, c'est presque un entraîneur personnel, ce film. Il distille que des bonnes valeurs, défendre sa terre, défendre sa famille, défendre son peuple, être fraternel avec ses potes, je veux dire, être sans pitié contre les ennemis qui veulent vous asservir et vous transformer en esclavage. Il y a aussi une belle critique des élites corrompues, tout ça. Je veux dire, c'est vraiment ce film, il est à apprendre à plusieurs niveaux de lecture, il est à apprendre aussi bien comme un film de guerre, comme un film d'action bourrin, comme un film presque politique. Enfin, il y a tellement de sous-couches, c'est presque un film millefeuille, donc il y a plusieurs niveaux de lecture à prendre, enfin je considère, hein, je trouve. Oui, effectivement, je le trouve sous-coté, pas pour les fans, mais pour une bonne partie du public qui, je trouve, s'arrête un petit peu à des biais idéologiques plus ou moins préconçus concernant ce film, parce qu'il est considéré comme un film voilà, réactionnaire, qui fait la promotion d'un côté, comment ça s'appelle, parce que je connais les théories, hein, voilà, c'est d'un côté c'est un film qui pousse à la guerre en Iran, voilà, parce que les Perses ils sont montrés comme les méchants Iraniens, puis les Spartiates c'est les gentils américains, blablabla. On adhère pas, moi écoutez, je m'en fous, je regarde juste la qualité photographique, la mise en scène, la musique, etc. Je m'arrête à ça, c'est déjà très bien. Et bref, en tout cas, un film que j'invite les jeunes à découvrir d'urgence, parce que c'est un film qui s'adresse avant tout aux jeunes, c'est un film de jeunes, c'est un film qui a été conçu, je pense, pour les jeunes, et c'est un film qui distille, j'estime, suffisamment de belles valeurs, de valeurs saines, pour être découvert ou redécouvert. En numéro 4, Taken, avec Liam Neeson. Alors, les suites de Taken sont toutes... les Taken 2 et 3 m'ont pas laissé des souvenirs impérissables, surtout le 2. Mais le 1, pour moi, est un vrai chef-d'œuvre du film d'action des années 2000. Bah là, pareil, film sorti en 2008. Et je me souviens que quand je l'ai vu, j'ai pas trop aimé, parce que je l'avais un peu trop mis en comparaison avec Death Sentence, qui était sorti la même année, et que j'avais préféré, parce qu'il était plus violent, plus réaliste, parce que là, ça traitait de l'histoire d'un mec normal confronté à la violence, alors que là, dans Taken, c'est un ex-agent ultra entraîné, machin, super balèze, indestructible. Cependant, le film est puissant parce que il appuie le doigt là où ça fait mal. Là où je veux en venir, pourquoi il est sous-coté, c'est parce que il n'était pas sous-coté au moment de sa sortie. Laissez-moi finir les gars. Il n'était pas sous-coté quand il était sorti, ça a été un carton. Mais il est de plus en plus sous-coté avec le temps, parce que les gens voient ce film un petit peu comme un film d'action old school, pas trop intéressant, un film de beauf là aussi, parce qu'il n'y a que de l'action, de la bagarre. Sauf que ce film va quand même un peu plus loin que ça. L'émotion est super bien retranscrite par ce bon Liam Neeson qui crève l'écran dans ce rôle. D'ailleurs, le rôle de sa vie pour moi, hein. Même s'il a eu d'autres rôles iconiques, pour moi celui-là c'est son meilleur. Enfin bref, je pourrais vous parler des heures et des heures de ce film, cependant, je considère qu'il est sous-coté avec le temps, même si, je le répète encore une fois, au moment de sa sortie, c'était un banger, mais je trouve qu'il mérite d'être redécouvert, et surtout un film qui n'a pas peur d'être politiquement incorrect, parce que quand on voit les méchants, on se rend compte que ce film pourrait pas vraiment sortir aujourd'hui, quoi, parce que ce serait un film qui serait taxé de racisme, machin, etc. Bref, je vous invite à redécouvrir Taken, le 1, et voir à peu près, c'est... voir à quel point, tous les films d'action aujourd'hui ne sont pas tous mauvais, ça va être compliqué de retrouver un qui a la même teneur et la même profondeur et surtout la même, la même aura que ce Taken. Donc bref, c'est un film que je vous invite à découvrir ou redécouvrir et que je considère, oui, encore une fois, comme sous-coté. Je sais que beaucoup vont me dire « Non, il est pas sous-coté, machin !» En numéro 3, là, ça va jaser et je pense que beaucoup vont rage quit et vont se barrer de cette vidéo. Camping. J'adore Camping. J'adore Camping 1 et surtout j'adore Camping 2 et Camping 3. Pour moi, c'est... Je vais pas vous insulter en disant que c'est ce que fait de mieux la comédie française, mais ce sont des films beaucoup plus profonds que vous ne le pensez. C'est des films avec 2 niveaux de lecture, d'accord? Et la plupart d'entre vous ne êtes qu'arrêtés qu'au premier niveau de lecture. Et je ferai une grosse vidéo pour expliquer pourquoi Camping
un deuxième niveau de lecture, enfin, en quoi les campings sont plus profonds qu'ils ne paraissent. C'est des films avec un humour qui est plus intelligent que vous imaginez, qui est, comment dire, qui est beaucoup plus tendre, beaucoup moins critique envers les prolos qu'il n'y paraît. C'est davantage un film justement qui met en exergue la différence de vision du monde entre les prolos et ceux des classes supérieures, comme c'est très bien montré dans le premier, et également dans le 3. Le 3 comment dire, est critiqué injustement, alors que pourtant je trouve qu'il a une... Comment dire, il reste sur le même mood que le premier et que le deuxième. Il y a une intelligence, surtout il y a une critique, on le voit très bien dans le 3 par exemple, notamment via le personnage de Gérard Jugnot, et je n'en dirai pas plus, hein, je garde ça pour la grosse vidéo que je ferai, la grosse rétrospective, mais pour revenir au premier, le premier, alors, même si, attention, j'ai détesté quand j'ai vu la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film de merde, qu'est-ce que c'est que ce film de beauf, puis de temps en temps, je me le remettais, c'était un petit peu un plaisir coupable. C'est comme pour les Bronzés 3, de temps en temps, ça m'arrive de le remettre, je sais pas pourquoi. Camping, à force de le regarder, de l'écouter en fond pendant que je bossais, je me dis, attends, il y a des trucs, quelque chose qui m'a échappé, quoi. Puis à force, je me dis, attends, en fait, c'est pas si con que ça. Et surtout, il y a quand même une certaine forme de maîtrise au niveau de la mise en scène, au niveau de l'esthétique. On voit bien que, comment ça s'appelle, il y a des plans qui sont assez malins, qui sont pas trop prétentieux, mais qui sont quand même, mine de rien, je vais pas dire impressionnants, mais voilà, qui font cinéma, et ça j'en parlerai dans ma grosse vidéo. Laissez-moi une chance de m'exprimer par rapport à cette grosse vidéo que je prépare, ce sera pour cet été je pense, mais en tout cas Camping mérite sa chance, et c'est certainement pas un film qui est, comment dire, qui mérite sa mauvaise réputation, et je sais que 99% d'entre vous vont me dire mais non, 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 ce film c'est de la merde, etc. Je vous comprends, mais, parce que je pensais comme vous à une époque, mais comme j'ai appris à creuser un petit peu, je me suis dit, ah, en fait... En numéro 2, 8 mm. Si vous n'avez pas vu ce film, honnêtement, je suis pas content, parce que c'est pour moi un des meilleurs films des années 90. On a pas mal parlé de Sound of Freedom, parce que c'est un film voilà, qui montrait le trafic d'enfants, etc. Pourtant, je trouve ce film bien moins courageux que 8 mm. Hein. 8 mm est bien plus profond, bien plus dur, surtout bien plus, on va dire, écoutez, j'ai pas vraiment les termes, mais plus... Enfin bref, ce film m'a procuré plus d'émotions parce que je trouve que Sound of Freedom était un petit peu trop facile, on sentait bien qu'ils essaient un petit peu de nous tirer les larmes, oh c'est triste, oh machin. Oui, le scénario est dramatique, c'est parce que, voilà, vous m'avez compris. Mais le truc, c'est que la mise en scène fait que c'est... On essaye un petit peu de jouer sur la corde sensible, mais pas dans le bon sens. Enfin, j'estime qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de faire. Et je trouve que la façon de faire de la mise en scène de Sound of Freedom est un peu trop... je vais pas dire, comment dire, est un peu trop grossière à mes yeux. Alors que 8 mm est plus subtil. Et honnêtement, ce film... lui aussi mérite une vidéo entière. Vraiment, 8 mm est tellement puissant et tellement déjà maîtrisé au niveau de l'esthétique. Il y a des plans vraiment qui sont restés, qui vont me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Nicolas Cage joue un détective privé et puis il enquête sur la disparition d'une gamine. C'est un richissime industriel qui meurt. Sa femme, en fouillant dans ses affaires, elle trouve un vieux film sur bobine. C'est un snuff movie. Les snuff movies, c'est les films qui mettent en scène la mort d'individus. Le film sur lequel elle découvre, c'est on voit une jeune fille en train de se faire massacrer par un type avec un couteau. Et le truc, c'est qu'elle me dit, écoutez, ça a l'air vachement réaliste, est-ce que vous pouvez enquêter pour savoir si c'est vrai, tout ça. Et donc Nicolas Cage va faire son enquête et il va découvrir des dingueries. Écoutez, il y a des plans dont je me rappellerai toujours. Nicolas Cage découvre pour la première fois le snuff movie et j'étais dans la même réaction que lui, quoi. Ça m'a fait le même effet, quoi. J'ai jamais eu autant de connexion avec un personnage à ce moment-là. Et il y a un autre plan, donc il enquête forcément sur la disparition de la gamine, puis il va découvrir sa mère biologique, enfin sa mère, et il va donc chez elle, et puis bon, la mère elle est esselée, elle joue parfaitement d'ailleurs sa mère, la mère de la gamine, son jeu d'acteur est juste grandiose, et c'est la mère de famille qui a encore foi, qui s'imagine qu'elle va rentrer, mais c'est une meuf qui travaille, qui est élevée à la dure, elle a cette dureté, puis en même temps elle a cette douceur en elle, et Nicolas Cage vient enquêter chez elle, et il n'y a pas de musique, si on voit juste les deux en train de parler. Il y a les jeux de regard, il y a Nicolas Cage, il sait très bien que la fille, voilà, elle est sûrement morte, quoi. Et sa mère, elle y croit toujours, et lui, il essaye un petit peu de feindre le truc, quoi. Puis il y a ce plan où il fouille dans sa chambre, tout ça, il dit, est-ce que je peux regarder s'il y a des trucs, tout ça, il fait, allez-y, tu vois. Puis il est en train de fouiller, forcément, il voit s'il y a son journal intime, des trucs comme ça, puis il y a ce plan où il regarde la chambre, il est au niveau de la porte, et puis il éteint la lumière, et on voit cette chambre, la chambre de cette gamine, qui sera éternellement dans les ténèbres, avec les cadeaux qui l'attendent, les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël, voilà, sa chambre à elle, avec ses draps, sa couverture, ses oreillers, ses peluches, ses souvenirs. Enfin bref, ce plan m'a marqué de ouf et je vous recommande ce chef-d'œuvre qui malheureusement n'a pas eu le succès qu'il méritait et il n'a pas, je trouve, le retour qu'il mérite alors que pourtant c'est un film qui est juste grandiose, dispo sur Netflix, matez-le d'urgence. Et enfin, pour terminer, pour moi, un des films les plus sous-cotés que j'ai jamais vu, parce qu'il s'est fait déglinguer par la critique au moment de sa sortie, je crois que c'était 17% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes. C'est un film de Noël et un feel-good movie. Je pense que beaucoup l'ont regardé quand ils étaient jeunes et je vous avais tous, je pense, lâché l'affaire quand vous êtes adultes, parce que les films de Noël, quand on pense aux films de Noël, vous pensez à quoi? Vous pensez, je sais pas, à Die Hard, à Maman j'ai raté l'avion, des trucs comme ça.
Or, on pense beaucoup moins à ce film. Limite, les seuls moments où on en pense, c'est par rapport aux bribes de souvenirs quand on était gosse, mais je l'ai revu avec un regard d'adulte, et en fait, je me suis aperçu que ce film était grandiose. C'est La course aux jouets avec Schwarzenegger. Je l'ai revu dernièrement. Je me suis dit, alors là, ce truc, il mérite une vidéo entière. Il mérite une rétrospective, il mérite une analyse, il mérite... parce que c'est un film à prendre à plusieurs niveaux de lecture. C'est un film qui m'a fait rêver, qui m'a fait gaulerie quand j'étais gosse. Et c'est un film qui m'a fait marrer et touché en tant qu'adulte. Et je n'oublierai jamais le passage où on voit Schwarzenegger, je spoil un petit peu, à la fin en vue à la première personne. Et après, il voit ce qu'il est devenu. Et cette réaction qu'il a quand il prend le figurine dans ses mains, après tout ce qu'il a traversé au cours de cette sale journée. Enfin bref, oh là là, ce film procure tant d'émotions, film trop sous-coté que c'est fait déboîter alors que ce film mérite sa chance. Il mérite une nouvelle chance et je vous invite vraiment à le découvrir. Bon, alors je sais, je parle de ce film comme si on parlait, je sais pas, du nouveau Ford Coppola ou je sais pas, du nouveau Scorsese. Oui, je m'emballe peut-être un petit peu. Enfin non, je m'emballe pas parce que je trouve ce film juste génial. Il s'est fait déglinguer pour rien. Il est très drôle, il est intelligent, il est, comment dire, il y a tant de choses à dire et je vous invite vraiment à le redécouvrir. Pas forcément pour votre âme d'enfant, pas forcément pour déconner, mais pour voir à quel point dans les années 90, ce qu'on faisait, c'était génial, quoi. Franchement, c'était vraiment bon. Il y a de l'émotion, il y a de l'action, il y a de l'humour. Il y a des scènes vraiment fun qui ressemblent à un cartoon. Schwarzenegger est bon dedans, il est bon dans ce rôle, vraiment. Vraiment le mec qui est le daron qui est à cran, qui est à bout parce qu'il doit chercher un jouet pour son fils. D'ailleurs, c'est tiré d'une histoire vraie par rapport à une hystérie qu'il y avait eu par rapport à un jouet qui était en vente, les stocks avaient été coulés très vite et les parents pétaient un plomb justement parce qu'ils voulaient ce jouet pour leur gosse. On retiendra également le personnage de Turboman et son pote, son acolyte Booster, dont tout le monde se fout, mais il est tout le temps là. Pareil, il y a des tas de choses à dire sur ce personnage. Bref, j'en dis pas plus, mais matez chef-d'œuvre dès que vous en avez l'occasion. Je préparerai une vidéo sur lui pour Noël, je pense, pour les fêtes de Noël. Mais bref, ce film m'a procuré énormément d'émotions, énormément de good vibes. Donc pareil, si vous avez une baisse de régime, si vous vous sentez pas trop bien en ce moment, matez La course aux jouets. Ça va vous mettre un méga coup de fouet, faites-moi confiance. Moi et Pampan, on vous laisse tranquille, on vous dit à très bientôt. Et n'oubliez pas les gars, on compte sur vous, on veut les 10 000 abonnés pour le mois de juin. Aidez-nous. Aidez-le. Bisous à tous, prenez bien soin de vous, à une prochaine, ciao.